Mesdames et messieurs, bon ramadan à toutes et à tous. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant donc cette édition, on essaye de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés de la part de l'Égypte et sur la scène africaine dans les différents domaines, à partir bien sûr de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine de la culture et du tourisme. Mais justement, nous devons commencer cette nouvelle tournée dans le monde africaine, ou plutôt africain, par les déclarations faites par le président égyptien Fattah el-Sisi mardi 6 avril 2021. En fait, le président a participé par vidéoconférence à la réunion de haut niveau organisée par la Banque africaine du développement BAD en coopération avec le Centre mondial pour l'adaptation. Sous le titre du dialogue des dirigeants sur les répercussions d'urgence du Covid-19 et des changements climatiques en Afrique, et ce avec la participation de plusieurs chefs d'État de gouvernement africains, ainsi que du secrétaire général des Nations Unies, des chefs d'organisations internationales et de hauts fonctionnaires concernés par les questions de changement climatique au niveau international. Donc les déclarations seront tout de suite dans ce prochain reportage signé Marwa Arafa et Chib Boussela. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé par vidéoconférence à la réunion de haut niveau organisée par la Banque africaine de développement en coopération avec le Centre mondial pour l'adaptation sous le titre du dialogue des dirigeants sur les répercussions d'urgence du Covid-19 et du changement climatique en Afrique, avec la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, ainsi que du Monsieur le Président de la République française, Monsieur Emmanuel Macron, de la chancelière allemande, Madame Angela Merkel, du secrétaire général des Nations Unies, des chefs d'organisations internationales et de hauts fonctionnaires concernés par les questions de changement climatique au niveau international. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion de haut niveau vise à identifier les opportunités et les défis pour soutenir le continent africain, à mettre en œuvre l'agenda du changement climatique à la lumière des répercussions de la pandémie Covid-19, tout en identifiant les besoins du continent à cet égard de la part de la communauté internationale, en renforçant le financement et les partenariats régionaux et internationaux, compte tenu des répercussions de plus en plus négatives des changements climatiques sur les pays en développement, mettant en considération le rôle important de l'Égypte dans les négociations sur les changements climatiques dans le cadre des Nations Unies, son rôle régional et ses politiques pionnières à cet égard. Au cours du dialogue, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que le changement climatique est l'un des défis existentiels à cause duquel le continent africain subit d'énormes pertes du fait des durs événements climatiques résultant de ce phénomène. Surtout, l'exacerbation des crises de pénurie d'eau dans certains de ces pays, y compris l'Égypte, d'une manière qui menace l'avenir des peuples africains et affecte sa sécurité et sa sûreté. Dans ce contexte, le président Abdel Fattah el-Sisi a également souligné l'importance de renforcer le financement climatique fourni par les pays développés aux pays en développement en faveur de l'adaptation et du renforcement des capacités pour résister aux impacts négatifs du changement climatique, ainsi que l'engagement fort et prolongé de l'Égypte en faveur des efforts d'adaptation au changement climatique. Donc, rendez-vous demain à partir de 19h local du Caire, 19h bien sûr, 7h du soir ici au Caire, pour analyser avec plus de détails, avec plus d'explications de ces grandes déclarations faites par le président égyptien Fattah el-Sisi durant bien sûr votre programme semi-quotidien direct. Mais justement, nous devons passer à un autre sujet tout à fait intéressant. Il s'agit donc d'une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités tout acquises au président
Félix Tshisekedi, le président du Congo bien sûr, a été dévoilé lundi 12 avril en RDC du Congo. Cette nomination intervient 4 mois après la rupture de la coalition de président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Après donc 2 mois d'attente, la RDC du Congo a un nouveau gouvernement baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation. La nouvelle équipe compte 57 membres, Premier ministre inclus. Donc pour avoir plus d'explications, vous devez être très fidèle à notre collègue Chiboussé, là en coopération avec Marwa Arafa. Une nouvelle équipe gouvernementale constituée de personnalités toutes acquises au président Félix Tshisekedi a été dévoilée ce lundi 12 avril en République démocratique du Congo. Cette nomination intervient 4 mois après la rupture de la coalition du président Tshisekedi avec son prédécesseur Joseph Kabila. Après 2 mois d'attente, la République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement. Baptisé gouvernement de l'Union sacrée de la nation, la nouvelle équipe compte 57 membres premiers ministres inclus, soit 10 de moins que la précédente. Mais cela reste au-delà de ce qui était espéré, y compris par le chef du gouvernement Sama Lukonde, au vu des maigres ressources de l'État. Nommé en février dernier, il a justifié ses choix lors d'une conférence de presse. Après ma nomination, j'avais annoncé des échanges avec les partis et regroupements politiques qui ont été élargis à la société civile, a-t-il rappelé, énonçant les critères retenus pour ces nominations comme le nombre de députés acquis ou encore les qualités morales. Cette nouvelle équipe comprend 4 vice-premiers ministres, 9 ministres d'État, 31 membres, un ministre délégué et 10 vice-ministres. Elle est composée de 27% de femmes nommées à des postes clés comme Rose Mutombo au ministère de la Justice ou Antoinette Nsamba aux Mines. Parmi les priorités du gouvernement figurent notamment la paix et la stabilité dans le pays, l'éducation ou la santé. Et des réformes dans le domaine fiscal afin d'avoir des moyens pour organiser des élections. C'est ce qu'a ajouté aussi le Premier ministre. Donc, comme vous avez déjà vu, cette nouvelle équipe de ce nouveau gouvernement au RDC du Congo compte en fait 57 membres, Premier ministre inclus, soit 10 de moins que la précédente. Mais cela reste donc, comme vous avez même observé, au-delà de ce qui était espéré, y compris par le chef du gouvernement, Sama Lukonde, au vu des maigres ressources de l'État. C'était donc, si je peux dire, un jet d'œil très rapidement en ce qui concerne les dernières évolutions au niveau du RDC de Congo, au niveau gouvernemental. Nous devons donc passer au Bénin où près de 5 millions d'électeurs étaient
appelés aux urnes dimanche 11 avril pour l'élection présidentielle. Les grandes figures de l'opposition n'ont pas pu se présenter. Au lendemain de ce scrutin, plusieurs camps politiques réagissent. Donc les détails tout de suite. Au Bénin, près de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes dimanche 11 avril pour l'élection présidentielle. Les grandes figures de l'opposition n'ont pas pu se présenter. Au lendemain du scrutin, plusieurs camps politiques réagissent. Au lendemain présidentiel au Bénin, les opposants du Front pour la restauration de la démocratie estiment que les Béninois ont massivement boycotté les scrutins. Plusieurs opposants avaient appelé les électeurs à ne pas se rendre aux urnes. Dimanche soir, la plateforme électorale des organisations de la société civile, qui a déployé plus de 1400 observateurs sur le terrain, évoquait une participation plus faible que lors des précédents scrutins. De son côté, le directeur de la communication à la présidence du Bénin, Wilfred Hogumbedjel, affirme que la mobilisation a été forte dans les départements en dehors de Cotonou et Porto Novo. Nous sommes satisfaits du déroulement du scrutin, a-t-il indiqué. Donc, en fait, comme vous savez, le Ramadan débute ces jours-ci dans le monde islamique. Justement, on trouve que, par exemple, comment les musulmans s'adaptent face au Covid-19, c'est presque parmi les grands titres qu'on a pu, même vous, qu'on a pu, si je peux dire, récolter pour vous présenter durant cette édition, notamment par des médias français. Et donc, le début de Ramadan, le mois de Ramadan débute hier, mardi 13 avril, par exemple en France, dans la plupart des pays à forte population musulmane. Comme l'année dernière, le jeûne a lieu dans un contexte particulier lié à la pandémie de Covid-19. Les musulmans du monde n'ont pas toutes les mêmes préoccupations, mais doivent tous s'adapter entre couvre-feu, restrictions et protocoles sanitaires. L'année dernière, beaucoup de pays, surpris par la progression de l'épidémie, avaient choisi de fermer les mosquées. En Égypte, les pays le plus peuplé du monde arabe, du monde, et même c'est un pays africain, bien sûr. Les prières seront autorisées dans certaines mosquées, diffusées en direct à la télévision. Justement, par exemple en Algérie, une distanciation sociale de 1,5 mètre recommandée entre deux fidèles dans la mosquée à cause du confinement, de la fermeture des lieux de culte à 19h. Il n'y aura pas de prière nocturne à la mosquée en France, qui compte entre 5 et 6 millions de musulmans. Les prières en journée dans le respect des protocoles sanitaires sont toutefois autorisées.
Donc, il s'avère que, si je peux dire, c'est le climat, l'ambiance générale du Ramadan à cause de Covid-19. Nous attendons avoir un contact à partir du Cameroun de la part de monsieur le docteur Oumarou, cheikh des imams du Conseil des imams du Cameroun. Mais il s'avère qu'il y a un problème technique dans le contact. Donc, une toute petite pause après ça, on va bien sûr poursuivre avec vous notre programme. Donc, si on va passer en Afrique du Sud, on trouve que pour la deuxième année consécutive, la communauté musulmane d'Afrique du Sud va observer ce mois sacré du Ramadan sous le siège du confinement imposé depuis mars 2020 pour freiner la propagation de la pandémie de Covid-19, alors que les restrictions mises en place en Afrique du Sud sont actuellement à leur niveau le plus bas. Les inquiétudes s'accentuent de plus en plus dans le pays arc-en-ciel qui s'entend donc une troisième vague de contamination au coronavirus durant le mois de mai qui marque le début de l'hiver austral. Dans ce contexte, l'ambiance ramadanesque habituelle fera défaut, surtout dans les villes qui abritent une large communauté musulmane, comme le Cap au sud-ouest bien sûr, de l'Afrique du Sud et de Durban à l'est. Ainsi, en ces temps hautement imprévisibles, le maître mot sera l'adaptation à la nouvelle norme imposée par la pandémie. Donc, comme vous avez observé, chers téléspectateurs, les musulmans dans le monde entier essayent de s'adapter à ces conditions tout à fait exceptionnelles à cause de Covid-19. Et même, il y avait des reportages, il y avait des rapports avec des gens musulmans, même en Afrique du Sud. Samir, par exemple, un ressortissant marocain qui vit en Afrique du Sud depuis 2005, a confié à un site francophone que cette année aussi, le Ramadan ne sera pas facile face aux restrictions qui sont toujours en place, notamment que beaucoup de choses ont changé depuis la détection de ce coronavirus. Donc, le coronavirus, bien sûr, bouleverse toutes les choses, mais en même temps, on trouve que non seulement les musulmans, mais aussi l'humanité doivent s'adapter à de tels fléaux, à de telles pandémies mortelles. Justement, avant de vous quitter, nous devons dire que la vie doit marcher, doit poursuivre son trajet malgré tous les défis. C'est toujours le cas, l'homme doit s'adapter. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Naltem International.